Bienvenue sur CIPAM. Nous allons continuer notre 5e édition avec cette vidéo. Nous allons continuer notre overview du secteur de l'eau au Cameroun avec le grand point 5 qui est la gouvernance du secteur de l'eau et l'état de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau au Cameroun. Commençons par parler du paysage institutionnel, législatif et réglementaire du secteur de l'eau. Nous allons commencer par parler de la configuration institutionnelle du secteur de l'eau au Cameroun. La configuration du paysage institutionnel du secteur de l'eau est caractérisée par 3 grands collèges d'acteurs. Premièrement, l'État et ses principaux démembrements, en particulier le ministère de l'eau et de l'énergie, mais aussi les autres départements ministériels, les organes sous tutelle et les collectivités locales décentralisées. Deuxièmement, les autres usagers du secteur privé et de la société civile. Le troisième grand collège d'acteurs, ce sont les partenaires à la coopération. Les acteurs publics et parapublics du secteur de l'eau. Parlons d'eux. Le cadre institutionnel du secteur de l'eau se caractérise à l'heure actuelle par le rôle central du ministère de l'eau et de l'énergie. En dehors de ce dernier, et eu égard au caractère transversal des ressources en eau, plusieurs autres départements ministériels y interviennent. Les administrations publiques chargées de définir la politique de l'eau sont le ministère des Mines, de l'eau et de l'énergie. Il est le principal acteur chargé de l'élaboration, de la mise en œuvre de l'évaluation de la politique du gouvernement en matière de production, de transport et de distribution de l'eau. Le deuxième, c'est le ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Il est chargé du développement des politiques environnementales et de celles relatives à la conservation et à la protection des ressources naturelles en général et de la ressource en eau en particulier. Les administrations publiques utilisatrices des ressources en eau incluent le ministère des Mines, de l'eau et de l'énergie. Il reste le principal utilisateur de l'eau. Le ministère du Développement urbain et de l'Habitat. Il a reçu les missions similaires à celles confiées au ministère de l'eau et de l'énergie en matière de mobilisation de la ressource en eau et à des fins domestiques en milieu urbain. Le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Sa mission est la plus concentrée autour de la protection des ressources maritimes et fluviales, des études et de la recherche en vue du recouvrement des ressources halieutiques et piscicoles. Il intervient également dans la gestion des ressources en eau à travers le développement de l'hydraulique pastorale. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Ses missions se rapportent à la conservation, la restructuration du sol et la mise en valeur des périmètres irrigués. Il y a aussi celles liées aux grands aménagements hydro-agricoles et du développement de l'hydraulique rurale. Les administrations de financement. En dehors du ministère des Mines, en dehors du ministère de l'eau et de l'énergie, les 2 autres départements ministériels participent ardemment au financement du secteur de l'eau sont le ministère des Finances et le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Les administrations d'appui technique et de coordination de concertation sont le Comité national de l'eau, le Comité national de l'environnement, et laissez-moi préciser ici que tous 2 sont inopérationnels. Ces interventions sont à la fois complémentaires et concurrentes de celles du ministère de l'eau et de l'énergie, faute de mécanismes effectifs de coordination des actions. Parlons maintenant des organismes sous tutelle ayant reçu
délégation des services publics de l'eau potable. Nous avons parlé des grands acteurs publics et parapublics de l'eau. Maintenant, parlons des organismes sous tutelle ayant reçu délégation des services publics de l'eau potable. En raison de la réforme mise en œuvre dans le sous-secteur hydraulique urbain, 2 sociétés ont le privilège d'avoir reçu délégation des services publics de l'eau potable. Il s'agit de la Camwater, société à capital public et patrimoine responsable de la gestion des biens et droits affectés au service de l'eau potable en milieu urbain et périurbain, chargé de la construction, de la maintenance, de la gestion des infrastructures de captage, de production, de stockage et de transport d'eau, et de la Camerounaise des eaux. La Camerounaise des eaux, société d'économie mixte chargée de la production, de la distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain, de l'entretien, des infrastructures de traitement de l'eau, ainsi que des activités liées à la fonction commerciale, notamment la relève, la facturation et l'encaissement des recettes. En ce qui concerne les acteurs privés et de la société civile, les plus actifs sont les bureaux d'études, les entreprises de travaux, les grands usagers de l'eau et la société civile. En ce qui concerne la coopération internationale, en matière d'eau et d'assainissement, le Cameroun coopère avec la communauté internationale. Il a ratifié une trentaine de conventions multilatérales sur l'environnement, dont plusieurs ont trait aux problèmes de l'eau et à l'assainissement. À travers les organismes de financement et de facilitation, cette coopération lui assure la majorité du financement du secteur de l'eau. Qu'en est-il du cadre législatif et réglementaire du secteur de l'eau au Cameroun? Le Cameroun dispose d'une loi portant un régime de l'eau, c'est la loi 98/005 du 14 avril 1998. Elle fixe, dans le cadre du respect des principes de gestion de l'environnement et de la protection de la santé publique, le cadre juridique général du régime de l'eau. Elle insiste sur les points suivants. La protection de l'eau des différents éléments polluants, la préservation des ressources en eau, la qualité de l'eau destinée à la consommation, les sanctions dues au non-respect des dispositions de la loi. En vue de l'application de la loi 98/005 du 14 avril 1998, les décrets suivants ont été pris. Le décret numéro 2001/162/PM du 8 mai 2001 fixant les modalités de désignation des agents assermentés pour la surveillance et le contrôle de la qualité des eaux. L'objectif est de faire appliquer la réglementation et de réprimer les contrevenants. Le décret numéro 2001/163/PM du 8 mai 2001 réglementant les périmètres de protection autour des points de captage, de traitement, de stockage des eaux potabilisables. Ce décret définit les concepts nécessaires à la compréhension, normalise les paramètres de détermination des périmètres de protection autour des points de captage, de traitement, de stockage des eaux potabilisables, formalise la surveillance et le contrôle de ces périmètres. Le décret numéro 2001/164/PM du 8 mai 2001 et son annexe précisant les modalités du prélèvement des eaux de surface et des eaux souterraines à des fins industrielles ou commerciales. Il spécifie la classification des eaux, les modalités de leur prélèvement, la procédure de contrôle des installations de prélèvement des eaux, le calcul des redevances de prélèvement. Le décret numéro 2001/165 du 8 mai 2001
et ses deux annexes précisant les modalités de protection des eaux de surface et des eaux souterraines contre la pollution. Ce décret précise les mesures générales de protection des eaux contre la pollution, les mesures spécifiques de protection des eaux contre certains déversements. Le décret numéro 2001-276 PM du 2 août 2001 portant création d'un compte d'affectation spécial pour le financement des projets de développement durable en matière d'eau et d'assainissement. Quel est maintenant l'état de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau au Cameroun, dans notre pays? Le gouvernement du Cameroun a adhéré aux recommandations du sommet mondial sur le développement durable de 2002 à Johannesburg, faisant de l'élaboration des plans d'action nationaux de gestion intégrée des ressources en eau et d'utilisation efficace de l'eau un repère important pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Il est inscrit parmi les axes stratégiques de la croissance et de la réduction de la pauvreté, de faire un état des lieux du secteur de l'eau et de mettre en place son plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau. Pour la conduite de cette opération, le Cameroun bénéficie de l'appui financier du groupement néerlandais à travers la Global Water Partnership dans le cadre du programme Partnership for Africa Water Development. En vue d'une mise en œuvre efficace du programme Partner for Africa Water Development au Cameroun, la Global Water Partnership a signé en juillet 2006 un mémorandum d'entente avec le gouvernement du Cameroun, représenté par le ministère de l'Énergie et de l'Eau. Dans ce mémorandum, le Cameroun, la PNE Cameroun joue le rôle de facilitateur dans le processus d'élaboration du programme national de gestion intégrée de ressources en eau en cours. La première étape de ce processus vient d'être franchie avec l'élaboration de l'état des lieux du secteur de l'eau au Cameroun, étude qui s'est déclinée sous 4 axes, à savoir la connaissance et l'usage des ressources en eau, l'eau et l'environnement, le cadre financier, économique et social, le cadre juridique et institutionnel. La communauté internationale s'est fixé un objectif, un certain objectif prospectif à atteindre dans différents domaines, notamment les objectifs du millénaire, pour le développement. Le Cameroun y a souscrit. Il importe de cerner ceux en rapport avec le secteur de l'eau. Quels sont les objectifs du millénaire pour le développement dans le secteur de l'eau? Il s'agissait de réduire de moitié la proportion de personnes n'ayant pas accès à l'eau potable en 2015. Il s'agissait de réduire de moitié la proportion de personnes n'ayant pas accès à un assainissement de base en 2015. En 2004, le taux d'équipement des ménages ruraux en toilettes modernes était de 13,5%. Il correspond en 2007 à un nombre estimé de latrines modernes de 253 337. En 2007, ce taux pour l'ensemble du pays se situe à 15%. Dans la perspective de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et selon notre propre document de croissance document de stratégie pour la croissance et l'emploi, il faudra porter ce taux à 58%
et à 65% respectivement, à 58%, 80% et 65% respectivement en milieu rural, urbain et pour l'ensemble du pays. Le rôle de l'information dans la connaissance d'un domaine quel qu'il soit, sa gestion et sa prise en compte et la prise de décision n'est plus à démontrer. Maintenant, nous pouvons parler de la problématique liée à la navigation des eaux en cours potable en cours du pays. Le transport fluvial a constitué de tout temps un moyen privilégié de déplacement et de transport des biens et des services pour les populations locales du pays. L'ensablement et l'envasement sont observés sur tous les cours d'eau du Cameroun et le secteur de la navigation fluviale est le plus touché par ce phénomène, car la période de navigabilité des cours se réduit d'année en année. Les manquements à la politique de l'État. L'examen des politiques de développement du Cameroun du passé et des documents de politique récents en cours et à venir. Je vous ai cité le document de stratégie de la réduction de la pauvreté, la vision et le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Après avoir examiné tout cela, il se dégage que la politique du Cameroun en matière d'eau s'est réduite à la seule amélioration de l'accès en eau potable et à l'assainissement. Ainsi, le secteur de l'eau est loin d'être au cœur du processus du développement économique et social tel que préconisé par la gestion intégrée de ressources en eau. Le secteur de l'eau fait encore l'objet d'une gestion segmentée et son essor se heurte à des contraintes de divers ordres, que sont les contraintes d'ordre institutionnel, la multiplicité des intervenants, avec un mauvais positionnement de l'acteur stratégique qu'est le ministère de l'eau et de l'énergie, doublé d'une coordination mal assurée contre ces intervenants. En ce qui concerne le cadre législatif institutionnel, permettez-moi de préciser que ce cadre est peu outillé. On a également des problèmes ayant lieu à l'insuffisance et le vieillissement des ressources humaines, l'incomplétude de l'information dans le secteur de l'eau du fait de l'insuffisance dans le suivi et dans l'évaluation des ressources en eau. De telles contraintes rendent difficile la gouvernance du secteur de l'eau. Malgré les cadres institutionnels et réglementaires qui existent, nous remarquons néanmoins des insuffisances. C'est le cas par exemple de l'absence d'acteurs institutionnels chargés de la gestion des déchets bioliquides, de suivi de la qualité des ressources en eau et de suivi d'évaluation des ouvrages. Nous constatons l'inaptitude du cadre institutionnel des collectivités territoriales décentralisées en matière de gestion de l'eau, des services d'eau et d'assainissement. Nous constatons l'absence de tests d'application dans certains domaines. Nous constatons l'absence de statut juridique du point d'eau. Nous constatons l'absence du régime du système d'assainissement. Nous constatons l'absence du régime juridique des bassins versants. Nous constatons l'absence d'un régime juridique applicable aux eaux d'intérêt régional. Nous constatons que la mauvaise qualité de l'eau et le non-assainissement sont la cause de certaines maladies telles que le choléra, les ulcères de Buruli, l'onchocercose, le paludisme très présent dans le bassin de la Sanaga et les fleuves côtiers, les infections parasitaires, les infections virales, les autres maladies liées à la qualité chimique et bactériologique de l'eau. Permettez-moi de préciser qu'ici en 2003 et 2006, les infections intestinales ont touché plus de 10 millions de Camerounais,
sur une dépense moyenne de santé par ménage et par mois de 7 854 francs CFA, représentant 29% du revenu moyen évalué à 26 800 francs CFA. Le poids des maladies liées à l'eau et le non-assainissement est environ de 70%. Au total, ces maladies absorbent près de 21% du revenu des ménages. Le montant actuel des dépenses liées aux maladies hydriques par ménage est évalué à 65 975 francs CFA. Les maladies hydriques occasionnent également une importante sortie de devises. Sur les importations des médicaments et les consommables médicaux de 213 675 milliards de francs CFA entre 2011 et 2005. Les maladies liées à l'eau et au non-assainissement occasionnent une sortie de devises de l'ordre de 149 572 milliards de francs CFA, soit 29 914 milliards par an. Par ailleurs, les enfants et les femmes consacrent en moyenne 30 minutes par jour pour le transport de charge d'eau. Parlons actuellement de la situation actuelle au Cameroun et des réalisations récentes. Dans le but de concilier les propos du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le ministère de l'Eau et de l'Énergie s'appuie sur la volonté de sa haute hiérarchie dans l'élaboration du chemin de fer de ses tâches envers celui-ci. C'est le cas de cet extrait du discours du président de la République dans son discours de présentation des vœux à la nation le 31 décembre 2017. Le président dit ceci: les services de proximité à la production, s'agissant notamment de la fourniture en eau, en électricité, bénéficieront d'une attention particulière. Quote. C'est ainsi qu'en 2018-2019, les rapports du ministère de l'Eau et de l'Énergie sur les actions sont satisfaisants ou même appréciables compte tenu le besoin de cette denrée et les plaintes de ses consommateurs. En 2019, le ministère de l'Eau et de l'Énergie a reçu une enveloppe budgétaire d'un montant de 202 672 888 000 francs CFA, dont 196 961 88 000 francs CFA en investissement et 5 771 millions en fonctionnement pour la mise en œuvre des cadres des programmes relevant de son département ministériel en vue de l'amélioration non seulement de l'offre, mais également de l'accès des populations aux services publics de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement. Lors de l'exposé de M. le ministre de l'Eau et de l'Énergie devant la Commission des finances du budget de l'Assemblée nationale, celui-ci a réitéré la situation de la crise sociopolitique qui sévit dans la région du Nozo et du Septentrion pour expliquer certains manquements dans ses actions. Néanmoins, il a pu tenir ferme sur les réalisations de certaines actions de son ministère. C'est le cas du développement des infrastructures de production d'eau potable en milieu urbain et périurbain. La production nationale d'eau potable est passée de 731 080 m3 par jour en 2018 à 884 456 000 m3 jour en 2019, soit une production supplémentaire de 96
376 000 mètres cubes par jour. La capacité totale de stockage est de 268 834 mètres cubes et un rendement de production de 95% et un rendement de distribution d'à peu près 48%. Les interventions réalisées et les campagnes de branchement sociaux ont permis de porter le nombre d'abonnés en milieu urbain à 427 902 en 2018 à 446 976 en 2019, soit une progression de 4%. La longueur du réseau est passée de 6 960 km à environ 6 875 km en 2019. En milieu rural, les travaux de construction de forages et de mini-systèmes d'alimentation en eau potable ont desservi plus de 450 000 personnes. Les interventions du ministère de l'eau et de l'énergie pour la mise en œuvre de nos différents projets de développement à l'accès à l'eau se résument comme ceci. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga. Nous en avons parlé l'une de mes vidéos passées. Ce projet d'une capacité de 300 000 m3 par jour, extensible à 400 000 m3 par jour, est susceptible de combler le déficit d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et de ses environs. Quand je parle des environs, ils incluent ici Obala, Komtou, Soa et Tui, ainsi que les localités environnantes de Bachenga. Le taux d'exécution global constaté lors de la visite du travail du Premier ministre, chef du gouvernement, sur le chantier en date du 8 août 2019 est de 57%. Les conduits de transport d'eau ainsi que le matériel électrique sont déjà entreposés sur les différents sites du projet. En ce qui concerne la libération de l'emprise dédiée à la conduite d'eau entre le Naktigal, le fleuve Naktigal et Yaoundé, le décret d'indemnisation a été signé le 10 janvier 2018. Les deux premiers déblocages de fonds irrelatifs ont permis d'indemniser les populations sur un itinéraire linéaire de... Je reprends. Les deux premiers déblocages des fonds irrelatifs ont permis d'indemniser les populations sur un linéaire de 15 sur 60 km. Il est à noter que le contrat de service assigné entre le gouvernement et l'entreprise Sinomac stipule que le démarrage des travaux est subordonné à la mise à la disposition des sites à l'entrepreneur. D'où la nécessité d'accélérer le déblocage des fonds en vue de libérer le tronçon à la du village Elomzok au village de Koumdouma.